Sur OM5 TV, j'ai le plaisir de vous présenter toutes sortes de personnages dans mon émission. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est un personnage particulier, Henri Azaël Massieu. Il s'appelle comme ça, il est historien, auteur, écrivain. Mais il est tellement plus que ça. Il est guadeloupéen, on va le découvrir tout de suite. Henri, bonjour. Bonjour. Je suis guadeloupéen, effectivement, nul n'est parfait. C'est ce qu'on dit. Et alors, parlez-nous un petit peu de vos origines, parce que Azaël Massieu, c'est un nom qui a une histoire. Oui, c'est un nom qui a une histoire qui, je crois, résume assez bien l'histoire de la Guadeloupe. Mon arrière-grand-mère, c'était une demoiselle Azaël, qui s'appelait Médélis. C'est joli. Très joli. Et elle a eu un enfant avec un blanc créole de la Basse-Terre qui s'appelait Massieu, dont le prénom était Saint-Léger. C'est prémonitoire. On l'appelait aussi Beaubrun. Alors cet enfant, quand il est né, son père ne l'a pas reconnu. Mais au fur et à mesure du temps, il s'est rendu compte que l'enfant était intelligent. C'était effectivement un des premiers jeunes gens, à la fin des années 1880, à rentrer dans la première école normale d'instituteurs de la Guadeloupe. Et quand il a demandé à son fils s'il pouvait le reconnaître, le gamin avait d'abord répondu non, et à force d'insistance, il a dit oui, mais avec le nom de sa maman devant. Oui, c'était sa demande. C'était sa demande. Oui. Donc, ça a donné Azaël Massieu. Alors, il se trouve que Médélis Azaël Massieu, dont le père se prénommait Adonis, Azaël, était une métisse de nègres et de Caraïbes. Parce que c'était des gens qui étaient originaires, pour une part, de la Dominique. Où, comme vous savez, il y a une réserve Caraïbe. Si bien que mon nom, Azaël Massieu, résume à peu près tout. Azaël s'était marié avec une demoiselle Cécé, qui était d'origine africaine. Il était lui-même d'origine Caraïbe, probablement déjà métis de nègres et de Caraïbes. Et puis, sa fille était donc un mélange de tout ça. Ayant eu un enfant avec un blanc créole, le nom d'Azaël Massieu représente parfaitement la synthèse qui s'est opérée en Guadeloupe entre tout ce qu'il est convenu d'appeler des races. Alors c'est vrai que moi, si je parle d'un Guadeloupéen, je vais imaginer quelqu'un d'un peu plus bronzé que vous ne l'êtes. Donc le fait d'avoir eu un ancêtre blanc explique que vous ne soyez pas noir. Non, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que de tous les côtés, il y a eu des métissages. Et il y a eu des blancs et des nègres du côté de ma mère, du côté de mon père, etc. Mais j'ai quand même choisi d'être quelqu'un. J'ai écrit un poème que j'ai donné à notre ami commun Marvin Sitter. J'ai écrit un poème qui s'appelle « J'ai choisi d'être nègre ». Et qui se termine de la manière suivante: « J'ai choisi d'être nègre pour être homme ». Parce que quand on dit nègre en Guadeloupe, on ne dit pas noir, on dit nègre. Ça a une signification précise. Ça ne concerne pas la couleur. Oui. Ça concerne le fait que nous sommes des gens qui ont été exportés comme esclaves sur des bateaux négriers. Alors, et moi, je veux bien être nègre. Oui, mais alors il y en a encore pour qui ce mot-là est vraiment tabou, voire même pris comme une insulte. Mais il est tabou, pris comme une insulte, moi je veux bien. Mais moi je dis que c'est honorable de se vouloir nègre. Je ne dis pas noir, de se vouloir nègre, comme l'a voulu par exemple le grand poète Gontran Damas. Danielle Apocal est venue sur ce plateau et elle m'a dit qu'elle aussi, pour elle, c'était important de se dire nègre, parce qu'au fond, noir, c'est une couleur. C'est comme si on définissait aussi un Chinois en disant c'est un jaune. Voilà. Et on ne le dit jamais, c'est un jaune. Voilà. Alors pourquoi on dirait un noir qu'il est un noir alors qu'en fait c'est une couleur? Oui. Moi, je me... Vous êtes un nègre. Bon. Alors, vous avez été surveillant d'externat, maître auxiliaire de français, prof de français au Cameroun. Et là, c'est qu'une partie de la bio. Vous avez fait l'ENA. En fait, je suis allé en stage à l'ENA parce que j'ai d'abord passé par l'école de l'administration centrale.
Et pourquoi alors l'ENA? Mais écoutez, j'ai d'abord été prof. Je suis allé au Cameroun, j'ai eu un accident, j'ai perdu un œil, ça se voit. Quand je suis revenu, il y a eu en France une crise extraordinaire. Il y a eu la crise de l'enseignement, parce qu'on a démocratisé l'enseignement sans en prendre les moyens. Et je me rappelle que dans les années 65-66, il y a eu un très fort mouvement dans les lycées qui s'appelait le mouvement situationniste. Et ça a été le désordre le plus complet qui a révélé que rien n'était plus très sûr dans l'enseignement. Dans le même temps, moi, je me suis rendu compte que on était obligé de vivre des moments absurdes. Parce qu'on était contraint par des programmes, oui. Parce qu'il y avait des inspections qui vous imposaient un certain nombre de choses, et j'ai décidé de bifurquer. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui. Oui. Mais, donc même si on n'est pas d'accord avec le programme, les professeurs sont obligés d'enseigner. Mais non, mais c'est absurde. On fait plus attention au programme qu'aux enfants. Vous savez, je vous ai donné tout à l'heure une petite brochure. Je n'ai pas quitté l'enseignement. Je n'ai pas quitté l'enseignement parce que je continue à travailler pour les enfants. Et je constate que c'est aujourd'hui le même marasme que celui que j'avais connu quand j'avais commencé à être enseignant. Donc j'ai décidé de quitter l'enseignement à cause de ça. Et j'avais fait une licence S-lettres. J'ai acheté des bouquins de droit. Puis j'étais obligé de travailler parce que je n'avais pas de ressources. Et pendant 6 mois, je me suis payé le programme de licence et j'ai présenté le pré-concours à l'ENA. Et donc j'ai été dans une préparation à l'école, en même temps que dans un institut de sciences politiques. Donc j'ai appris les Sciences Po. Mais vous aviez une idée derrière la tête quand vous avez commencé ces études? Vous aviez envie, par exemple, de faire de la politique? Mais je voulais rentrer, pour quitter l'enseignement et rentrer dans l'administration, avoir une carrière un peu plus claire, un peu plus nette. La fonction publique, ça repose sur un statut où les choses sont à peu près claires. Dans l'enseignement, rien n'était clair. Puis j'avais noté au passage que la plus grande quantité de fous dans tous les corps de métiers de France, on la trouvait dans le corps enseignant. Ma mère a été enseignante toute sa vie, elle est à la retraite aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on dit que les hôpitaux psychiatriques, les plus grands patients viennent de l'enseignement. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est Comment comme on ça. explique ça alors? C'est un métier trop stressant Mais c'est un métier qui est extrêmement difficile. Vous savez, la plupart des enseignants ont fini par se résoudre à répéter la même chose pendant 30 ans. Moi, j'ai jugé que c'était impossible. Chaque fois que je faisais un cours avec des enfants, c'était un cours original. Je ne pouvais pas prendre mes papiers jaunis et relire ce que j'avais fait 2 ans ou 3 ans ou même le mois d'avant. Donc c'est un métier qui est épuisant et qui est d'autant plus épuisant quand on est confronté à des impossibilités administratives, techniques, à l'importance du nombre des élèves dans les classes, etc. Mais j'ai fait, je crois, ce métier quand je l'ai fait avec beaucoup de sérieux. Je vais vous raconter une anecdote qui le prouve. C'est qu'on m'avait refilé au lycée de Forbach, où j'ai travaillé pendant quelques années, une classe de rebut. C'était la seconde M, je me rappelle bien. En général, plus on va loin dans l'alphabet, et moins ce sont des bonnes classes. Ouais. Alors, comme j'étais à Forbach, il y avait à la fois des enfants de mineurs et des enfants d'ingénieurs. Les enfants d'ingénieurs étaient dans les classes A, B, C, etc. Et les enfants de mineurs se sont retrouvés en seconde M. Eh bien, ma mère est morte en 1987. Et elle était à l'Hôtel Dieu à Paris. Le médecin qui la soignait, c'était un de mes anciens élèves du lycée de Forbach. Celui qui était en seconde M. En seconde M. Et j'ai eu un agrégé, plusieurs licenciés en droit, en philosophie et en histoire.
C'est vous dire qu'il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'enfants prédestinés. Tous les enfants sont intelligents. Et les conditions actuelles de l'enseignement ne prennent pas en compte cette donnée-là. C'est pourquoi vous avez arrêté d'enseigner. Voilà. Et alors, après l'ENA, vous êtes, je fais un raccourci, directeur général des services du département de la Guadeloupe, ensuite de l'administration régionale. Là, vous réalisez 10 ans de galère. Ah oui ? 10 Mince, ans de vous galère. avez quitté l'enseignement pour quelque chose qui vous semblait le mieux au départ. J'ai d'abord été en administration centrale, oui. où j'ai fait une très belle carrière d'administration centrale. J'étais administrateur civil, j'étais directeur de cabinet d'un établissement public national, où j'avais des fonctions qui étaient prenantes, intéressantes, et où je me suis... j'étais très, très intéressé. Et mais puis à ce moment-là, on est venu me chercher en administration centrale, parce que j'étais guadeloupéen. Guadeloupéen, comme je vous ai dit tout à l'heure, nul n'est parfait. Oui. Mais mon imperfection a été de céder à la pression douce et amicale de ma femme et de partir en Guadeloupe pour mettre en place en 1982 la décentralisation qui venait d'être votée. Et là, je suis tombé sur des gens incroyables, quoi. J'ai découvert des choses que je ne pensais pas pouvoir découvrir dans une administration. La corruption, le vol, la méchanceté, la perversité, j'ai tout vu. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, justement, vous, en tant qu'ex-professeur qui avait quitté l'enseignement et qui avait fait ces études à l'ENA et toute cette préparation en vous imaginant trouver mieux, quelque chose de mieux dans l'administration, et finalement, vous vous retrouvez à quelque chose qui vous dépasse? J'avais quand même... Ça ne m'a pas dépassé. J'avais un idéal, tout de même. C'était d'essayer de faire en sorte que mon petit pays, ma petite patrie, la Guadeloupe, puisse... voir trouver des jours meilleurs, qu'elle puisse s'améliorer, qu'elle puisse voir enfin quelque chose de convenable. Et puis, je m'y suis attelé, mais j'ai rencontré des difficultés énormes, des difficultés 100 fois plus grandes que toutes celles que j'avais pu rencontrer en France hexagonale. J'avais été responsable d'un important chantier, bureau de travaux, de matériel sur l'ensemble de la France, où j'avais 100 services départementaux, des maisons de retraite, des écoles de rééducation professionnelle sous mes ordres et sous ma tutelle. Mais jamais je n'avais rencontré les difficultés que j'ai rencontrées en Guadeloupe, où tout est contourné, tout est fait à l'envers. Comment vous avez appréhendé ça ? Quand vous avez découvert ça? Ah, j'ai très mal appréhendé. Ben, écoutez, quand vous constatez, par exemple, qu'un mètre cube de béton à l'époque, ça coûtait 400 francs. 400 francs, mettons 400 francs. Et que dans les marchés qui sont présentés par les services, le mètre cube est porté à 1200 francs. Waouh. Vous vous demandez automatiquement où va la différence. Oui. Et quand vous découvrez par-dessus le marché que la différence, elle va dans la poche de certains élus, ça fait mal. Et que vous ne pouvez pas protester officiellement. Ben non. Non. Quand vous déclarez officiellement, par contre, que devant tout le monde, devant l'Assemblée départementale, qu'on pourrait parfaitement procéder à une analyse des coûts pour permettre de faire des devis convenables pour les travaux publics. Et qu'on vous répond droit dans les yeux que ce n'est pas l'habitude ici, que l'habitude qui a été prise pour calculer les prix, c'est de faire une moyenne des prix des 10 dernières années. Waouh. Ça fait rigoler, bon, mais ça fait mal. Il y a quelqu'un qui se frotte les mains en même temps. Mais il y a quelqu'un qui se frotte les mains en même temps. Oui. Voilà le type d'expérience que vous avez vécu. Que j'ai vécu. Ouais. Ou bien donc encore, c'est comme ça, quand vous dites 10 ans de galère, c'est toutes ces choses... Je me suis battu comme ça. J'ai 10 ans de galère, parce que les premières 5 années que j'ai passées avec la présidente du Conseil général, ça a été ça. Les années suivantes, c'était pas le même genre de galère, parce que je suis tombé sur des gens convenables. D'accord. Comme
je citerai un nom, là, parce que c'était mon ami, il est mort, c'est Félix Proto. C'était un type très bien, qui avait une idée prospective du devenir de son île. pays. Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça, justement, vous, avec Mais le il y recul? en a, mais Oui. on les étouffe. On les étouffe. Je peux vous donner 100 exemples. Vous savez, avec Félix Proto, par exemple, on a construit en 6 ans, on a construit 8 lycées. 8 lycées en 6 ans. Pourquoi on a construit 8 lycées? Parce qu'en 300 ans, il y avait que 2 lycées en Guadeloupe. Et la Ça veut dire Guadeloupe, que c'est l'État grand n'avait comment? jamais fait son job. Oui. Bon. Bon, en même temps, les élus locaux n'avaient pas demandé non plus. Mais les élus locaux n'avaient aucun pouvoir. C'était le gouverneur qui décidait. Ah, d'accord. Les conseils généraux, c'était fait pour la frime. C'est le préfet qui présidait, c'est lui qui décidait. Concernant les communes, c'était la commission NAH, où on organisait les choses à la volonté du gouverneur, qui était en fait un proconsul. Donc, on a construit ces lycées. Donc là, on parle de quoi? Des fin années 80, Les années, à 90? partir de 86. 86. Puisque c'est en 86 que la région a été instaurée et que le président de la région m'avait demandé de venir travailler avec lui. Mais, Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle dans ces 10 ans de galère. C'est qu'il y a quand même eu des choses... J'ai trouvé... Alors on a construit. Mais après, il a fallu avoir des profs Eh pour meubler les lycées. Et il n'y Vous savez, avait pas de, pourquoi il y est-ce qu'on avait a pas de construit profs guadeloupéens, donc il fallait aller les chercher ailleurs? On a construit des lycées, pourquoi? C'est 7 lycées. Et on a aménagé les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que 30% des enfants en âge de rentrer en classe de seconde qui pouvaient accéder au lycée. Alors qu'en France, il y en avait déjà 75%. 30% parce que justement, il n'y avait Il n'y pas avait pas de assez de... place. Ouais. Bon. Alors, quand on a eu construit les lycées, il a fallu se battre pour avoir des profs. Mais oui, c'est comme ça. Et vous en avez trouvé? Et on a trouvé des profs, on a fait venir des profs de France, et puis on a trouvé surtout, c'est pas trouver des profs, c'est qu'il faut avoir Les les moyens. financements, les budgets, les postes. Parce que les profs, ça se trouve. Vous savez, je dis souvent que un des plus gros réservoirs d'intelligence du monde, c'est les Antilles. Pas seulement la Guadeloupe et la Martinique, mais Haïti aussi. C'est une terre absolument prolixe en intellectuel et en intelligence. Les très grands écrivains en Haïti, en Martinique aussi, en Guadeloupe aussi. Donc, c'est pas l'intelligence qui manque. Moi, je suis tombé à un moment de transition. On était en train d'abandonner, on avait presque fini d'abandonner, la filière canne-sucre, en instaurant un peu la filière banane, mais enfin, selon des principes qui étaient un peu brinque-ballants. En abandonnant la filière canne-sucre, on abandonnait une économie agricole de production. Et remplacée par quoi? Par rien. D'où nous avions... Mais alors, c'était quoi? Qu'est-ce qui avait motivé cette envie d'arrêter justement la production, cette filière? J'avais découvert en arrivant à la Guadeloupe que depuis 1933, pratiquement les usiniers n'avaient consenti aucun investissement dans les usines. Il n'y avait plus d'investissement depuis 1933, depuis avant la guerre. C'est-à-dire qu'une usine travaillait sur Elle travaillait avec du son acquis, matériel quoi. obsolète, avec des choses qui ne collaient pas, rien n'était mécanisé, et puis ça procédait aussi du désir des grandes entreprises métropolitaines de retirer leurs billes. En Martinique, ce n'était pas tout à fait la même chose. Mais en Guadeloupe, 80% des terres cultivables appartenaient à de grands groupes financiers métropolitains. Le groupe Boussac, Empêche-Nègre, les Grands Moulins de Paris, etc., etc. Donc, les Guadeloupéens n'étaient pas propriétaires de leurs terres. Et ces grands groupes n'avaient qu'une envie, c'est de retirer leurs billes, tout simplement parce que le sucre de canne n'était plus rentable au regard du sucre, d'abord, des betteraviers, et puis ensuite au regard du coût du sucre, ou bien de Cuba ou du Brésil. Et par conséquent, leur objectif, c'était de tirer leurs billes. Ils y ont réussi très largement, en diminuant sensiblement au fur et à mesure leurs investissements, comme je vous disais tout à l'heure. Laisser péricliter en laissant l'affaire, péricliter, mais ils ont aidé quand même. Oui. Parce qu'on a inventé des choses extraordinaires. On a inventé, par exemple, en Guadeloupe, la SAFER. Qu'est-ce que Alors c'est? tout le monde sait que la SAFER, c'est
une institution chargée d'organiser le foncier. En France, les SAFER, les sociétés du foncier, avaient pour mission de remembrer les terres. Eh bien, en Guadeloupe, les SAFER ont eu pour mission de parcelliser les terres. Donc ces terres qui appartenaient aux grands groupes métropolitains ont été redistribuées. Ça permettait aux grands groupes, notamment la Générale Sucrière et la SIAPAP à Pointe-à-Pitre, qui était le relais de ces grands groupes sucriers, de revendre les terres parcellisées par petits lopins à des prix exorbitants, ce qui leur a permis, bien entendu, de récupérer leur mise. De récupérer leur mise et au-delà. Ils en ont encore des terres, encore aujourd'hui, à vendre. Donc du coup, le Guadeloupéen ne pouvait pas s'acheter ces terres. Mais sans pour autant, mais il y en a plein qui ont acheté. Quand même. Avec des lopins dont la rentabilité, bien sûr, n'était pas du tout assurée. Alors on a signé des tas de protocoles pour faire semblant d'entretenir la filière. Le protocole Abéraire, du nom de Jean-Yves Abéraire, vous savez, celui qu'on a pris la main dans la caisse du Crédit Lyonnais. Et puis le protocole Mauroy, où on a décidé qu'il fallait, bien évidemment, entretenir la filière canne-sucre. Mais tout ça, c'est des faux semblants. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien. Et on a obligé la plupart des planteurs de canne à se tourner vers la filière du rhum, auquel on a accordé opportunément le label rhum agricole, qui se différencie, comme tout le monde sait, du rhum industriel, qui est de l'alcool tout venant. Bon, voilà, moi j'ai... Voilà ce que vous avez vécu. Voilà ce qu'on a vu. Alors, ce que nous souhaitions, c'était de transformer totalement la Guadeloupe en une île tournée vers l'avenir, tournée vers les technologies avancées de la communication, vers l'informatique, vers toutes les activités du tertiaire et les activités intellectuelles qui permettaient de produire, mais sans avoir besoin de la production agricole qu'on avait abandonnée. Et nous avions mis en place un plan pour ça, par exemple... Et ça marche aujourd'hui non, je vais vous raconter. On a tout cassé. On a fait une maison de la communication. On avait mis en place des éléments qui permettent la fabrication, de faire du film, de faire la photocopie. Donc c'est plus le cas aujourd'hui. C'est fini. On a inauguré, on a fait une préfiguration de télévision locale. C'était une des premières télévisions locales, qui s'appelait TV Caraïbes, comme la vôtre. Tout ça, ça a été cassé par la dame qui est arrivée en 1992. La maison de la communication a été vendue. J'avais fait acheter un répéteur sur Télécom 2 pour permettre de la formation d'une industrie de la formation, justement, du cinéma, du sous-titrage, de la bande dessinée. On avait préconisé des ateliers d'informatique pour permettre la naissance d'économies fondées sur la robotisation comme une industrie spécifique de la mode. Par exemple, pour le dessin animé ou les bandes dessinées, mon idée, c'était de faire en sorte qu'il y ait, comme les Japonais ont réussi à créer des mangas, de créer un personnage spécifique de la Caraïbe. Mais tout ça, ça a été fichu en l'air. La dame est venue, elle n'a rien compris à rien. On avait 16 ans d'avance sur la France. Alors, la dame, c'est qui ? Madame Michaud-Chevry. Pour ne rien vous cacher. Elle n'a rien compris, elle a tout éradiqué. Donc, avec la vous avez terminé votre carrière quand même en gardant un bon souvenir, ou vous avez encore un petit goût amer ? Non, mais de la Guadeloupe, c'est un pays superbe. C'est magnifique. Et puis, j'adore me baigner à Saint-François quand l'eau fait 28 degrés. C'est incroyable, c'est magnifique. Ceci dit, sur le plan professionnel, ça a été quelque chose, pour moi, d'assez pénible. Assez douloureux, oui. Assez douloureux. Alors, vous avez été aussi chargé de mission au ministère des Anciens Combattants et au ministère de la Défense. Oui. Là, vous en gardez quel souvenir ? Mais là, j'ai gardé un souvenir relativement heureux. En fait, j'étais chargé de la communication et de la mémoire des anciens, des guerres diverses. J'ai gardé c'était un placard pour moi.
me fait aucune illusion. Mais j'ai gardé un bon souvenir parce que ça m'a permis de fabriquer un tas de choses. Je vous ai donné là des petites Oui. des brochures. Absolument. Des Je vais vous brochures montrer telles ça. que celles que je fabriquais. L'Empire dans la guerre 39-45, l'Empire dans la guerre 14-18. Mais j'en ai fait plein d'autres. Il y a une brochure sur l'entre-deux-guerres. On vous a laissé faire tout ça pour sur un devoir de mémoire. J'aime pas tellement le terme de devoir de mémoire, sur vraiment la mémoire des conflits, la mémoire des guerres. Et j'ai eu du mal d'ailleurs à réaliser ces brochures parce que chaque fois qu'on parlait d'outre-mer, il y avait toujours un peu de réticence quand même. Et pourquoi alors? Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire? Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Quand on parle, par exemple, dans une des brochures qu'on avait faites sur les spahis, les anciens combattants du Maroc, j'avais employé le terme de troupes indigènes. Oui, ce qui était le cas. On l'a censuré. Mais c'est réellement alors comme que ça, les indigènes, ça a bien existé. Oui. Et que les troupes indigènes ont bien existé. Mais c'est pas bon de réveiller la mémoire. D'accord. C'est pas bon de réveiller la mémoire de certaines choses. C'est bien que... J'ouvre juste par hasard celui-ci et je vois 1940-1944, la Polynésie française en guerre. Oui. Donc en fait, ça ne se limitait pas... Ça ne se limitait pas aux Antilles. Aux Antilles. C'est l'Empire dans son ensemble. Hein. C'était la Polynésie, c'était le bataillon du Pacifique, c'était... Et puis, c'était aussi les pilotes. C'était aussi les pilotes. Alors là, je montre un DVD parce que vous avez réalisé un documentaire, c'était en 2011, qui s'appelle Rêve d'envol, et c'est l'histoire d'une vingtaine de pilotes des Antilles et de Guyane qui ont été envoyés pendant la guerre en formation. Au Maroc. Et en fait, ils sont arrivés trop tard pour se battre. Voilà. Après la formation, la guerre était finie. Donc la guerre était finie. Et pour certains, ils sont restés dans l'aviation. Pour d'autres, ils ont vaqué à d'autres occupations. Donc tout ça est raconté dans ce DVD. Là-dedans. Mais ceci dit, sur les pilotes, il y a eu des épisodes de la guerre assez extraordinaires. Il y a un pilote martiniquais qui s'appelait Rejon pendant la Grande Guerre. Il y a eu le pilote d'origine martiniquaise Sauval sur la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu aussi un pilote tahitien qui est relaté dans ces petits volumes, là, dans ces petites brochures. Mais je n'ai pas fait que sur ça. J'ai fait une brochure sur Jean Moulin, j'ai fait une brochure... Où est-ce qu'on peut les retrouver aujourd'hui? Ils ont disparu ou on peut encore les trouver? Chez moi. J'en ai gardé quelques-uns. Il faudra aller voir Henri, donc. Et puis, il y a ça que j'aimerais montrer. C'est le dictionnaire biographique des Guadeloupéens, Guyanais et Martiniquais. C'est tous les gens qui ont fait ces pays que vous recensez dans ce dictionnaire. Il n'est pas encore disponible. Non, il n'est pas encore disponible. Il en est au stade, ça c'est une maquette, il en est au stade de la correction, des corrections. Les corrections je fais tout moi-même, hein, je mets tout en page moi-même, les images, je dactylographie moi-même. C'est un vrai dictionnaire. Donc évidemment, comme un dictionnaire, c'est par ordre alphabétique. Oui. Donc là, vous avez le premier volume, oui. Il y en aura 3 comme ça. Alors, vous vous rendez compte, ça fera à peu près 3000 pages. C'est un travail énorme, ça. C'est un travail considérable, oui. C'est plusieurs années de travail. C'est plusieurs années de travail. Ça fait longtemps que j'ai accumulé des choses comme ça. Mais je dois dire que pour moi, c'est un travail qui est important parce qu'il y a beaucoup d'historiens, il y a beaucoup de gens qui disent des tas de choses très intéressantes dans des tas de bouquins dispersés. Et en définitive, personne ne sait rien sur rien. C'est vrai. Alors, il fallait un ouvrage de référence. Je me suis dit, par référence à une réflexion de mon ami Oruno de Nilara, je me suis dit que depuis le début de la Troisième République, on avait mené à l'égard des Antilles une véritable politique de l'oubli. Politique de l'oubli. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Politique de l'oubli? Ça veut dire qu'on a contraint les gens à oublier leur passé. On leur a mis dans les yeux, le regard tourné vers l'infini, les devises de la République, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, la patrie, tout ça. Nos ancêtres les Gaulois? Nos ancêtres les Gaulois, c'était très beau. Vous savez, quand j'étais gamin... Mais du coup, c'est même pas que les Antilles, c'est tous les territoires français. Mais bien sûr. Ou en tout cas colonisés, mais bien sûr. Oui. Quand j'étais gamin, la première chanson que j'ai apprise à l'école maternelle, c'était « Le pinson fait mon bonheur ». Le pinson fait mon bonheur, c'est l'oiseau que je préfère. Il n'y a pas de pinson à la Guadeloupe. Enfin,
Oui. Donc, Oui. l'oubli. Mais les instituts étaient formatés pour ça. Si bien qu'on ne sait rien de notre passé. Alors moi, j'ai fait... D'autant qu'à l'époque, les anciens, c'était une mémoire orale qui se transmettait comme ça. Non seulement c'était une mémoire orale, mais tous nos instituteurs avaient été formatés par référence aux valeurs de la République. C'est allé tellement loin que les conseils généraux de la Guadeloupe et de la Martinique dans les années 1880 ont voté des motions pour avoir le droit d'aller se faire tuer à la guerre. D'aller quoi? J'ai pas Se compris. faire tuer à la guerre. Ah oui. Mais oui. Si bien qu'en 1895, on a voté une loi autorisant la conscription des originaires des vieilles colonies. Et c'est ainsi que les premiers contingents, notamment de la Guadeloupe, sont partis en 1913 et que les Guadeloupéens, les Martiniquais, Ils sont allés se ont battre été, pour la France, ouais. pendant la guerre, des participants très importants, puisque j'ai calculé qu'il y avait à peu près 25% de la population mâle active de la Guadeloupe qui était partie. Ah oui, c'est énorme, ouais. Ah oui. Donc, c'était une espèce de C'est-à-dire qu'on voulait les oublier, mais en même temps, pendant la guerre, c'était bien pratique de les avoir, c'est ça? C'était bien pratique. Vous savez, pendant la Grande Guerre, vous avez trouvé là des choses absolument incroyables. En tout pendant cas, la ce guerre en dictionnaire, il Afrique. faudra venir nous le dire quand il va Oui, sortir, oui, bien parce sûr. que là, on voit la grosseur du volume, il est énorme, il y en aura 3 comme ça. Pendant la guerre en Afrique, on avait demandé aux députés du Sénégal de recruter les soldats. Alors, on lui avait demandé 6 000 soldats pour combler un peu le creux démographique de la France. En 6 mois, il en a recruté 70 000. Waouh! Comment il a fait? Comment il a fait? Il promettait, il passait des contrats de bien manger et d'être bien habillé. Et ça Et d'aller suffisait? Oui. Et en plus, il y a eu une pluie de décorations pour les fils de chefs. Et puis, les chefs ont poussé à la roue. Mais en fait, il y a eu pas mal de recrutement de force. Oui. Mais aux Antilles, ça n'a pas été loin non plus. Il y a eu un enthousiasme, certes, mais je vous assure qu'il y a eu de sacrés problèmes. En tout cas, moi, je trouve ce projet de dictionnaire formidable. Il faudrait qu'il y en ait, en fait, pour tous les Outre-mer. Hein. Mais oui, c'est vrai, mais j'espère que ça servira de base. Bien sûr. Je ne prétends pas être exhaustif dans ce dictionnaire, mais je crois que je cite l'essentiel. J'ai retrouvé des tas de gens qu'on a oubliés, des gens on avait totalement squeezés. Savez-vous quel est le seul Antillais qui ait été académicien français? Non. Il s'appelait Campenon, c'était un Guadeloupéen. Eh bien. Oui. C'était le neveu du poète Germain Léonard. Donc vous avez fait un vrai travail de généalogiste aussi, là. Oui, généalogiste de tout. Germain Léonard, c'était qui? Le seul poète lyrique français du XVIIIe siècle. Il est de la Guadeloupe. Et vous le retrouvez où? Où? C'est dans l'anthologie de la poésie du XVIIIe siècle de la Pléiade. Et c'est le seul poète qui ait une dizaine de pages. Qui connaît le poète Léonard? Alors moi, je ne le connaissais pas. Voilà. Et alors, est-ce que les gens de la Guadeloupe le connaissent? Ça, c'est une autre histoire. Personne ne connaît Personne Germain ne Léonard. connaît. Il y a peut-être une rue Léonard, mais personne ne sait qui c'est. Oui, c'est souvent comme ça, hein, on se demande. Et puis, alors là, d'une façon un petit peu plus légère, il y a ces 2 livres. Oui. Ce sont des romans. Ce sont des romans, ce sont des fictions. Des fictions. Et alors, sur un livre, il faut que je le lise quand même, hein, si vous me le permettez. S'agissant d'un roman, donc d'une fiction, toute ressemblance avec des gens existants ou ayant existé, ou avec des événements réels, serait purement fortuite et totalement involontaire. Au demeurant, ceux qui se reconnaîtraient par hasard dans certains de ces personnages auraient alors une bien piètre opinion d'eux-mêmes. Parce qu'évidemment, là, vous écorchez un petit peu, dans ces 2 romans, la vie politique aussi de la Guadeloupe. Je dénonce les mœurs politiques, la corruption permanente qu'il y a dans les îles, mais sans complexe. Et je dis très clairement qu'il faudrait que ça change. Et comment ça a été accueilli, la sortie de alors, je vais vous dire que le premier volume a été très bien accueilli. Il y a qu'en Guadeloupe... Alors, le premier volume, c'est celui-ci, Chabine Chabine Miroir. 5000 exemplaires vendus.
Ça correspond en France métropolitaine à 200 300 000 exemplaires, au pourcentage de la population. C'est très rare, un tel score. Hein. Quant au deuxième volume, alors là, il a abordé une question assez grave, qui était la question de la chlordécone. La quoi? La chlordécone. Qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas ce que c'est que la chlordécone? C'est ce Vous allez m'apprendre plein de choses. C'est ce poison qu'on mettait dans les terres pour combattre l'insecte qui bouffait les bananiers. Ah, d'accord. Et qui est un poison rémanent, dont la rémanence est de l'ordre de 2 siècles, 2 à 3 siècles. Et qui empoisonne aussi les fruits. Bien sûr. Qui empoisonne tout ce qui a été planté dans une terre à bananes après. Les ignames, les patates douces, etc. Et je dénonçais cette affaire-là sous un personnage dont le nom, bien entendu, n'était pas le vrai, qui s'appelle Claude Déconne. Bon. Ça, c'était dans le deuxième? Il se trouve que le personnage qui est producteur en France de la chlordécone dans la région de Montpellier, qui a pris, qui vend la chlordécone sous le nom de Cuolone, est un Martiniquais qui est parent des distributeurs de bouquins de la Guadeloupe. Donc vous n'avez pas été distribué. Alors la distribution, elle s'est très mal faite pour le deuxième. Mais il s'est quand même vendu. Oui, Les enfants moins que l'autre. Et alors, ça, c'est un plaisir autre, parce que autant vous avez fait l'Empire dans la guerre, alors là, c'est très historique. C'est le même plaisir, parce que c'est un plaisir c'est une volonté de salubrité publique. Lorsque je parle de notre passé, de la mémoire, c'est pour la salubrité publique. Il faut que nos jeunes gens se rendent compte qu'avant eux, il y a eu des gens de toutes les couleurs, blancs, jaunes, rouges, noirs, qui ont vécu dans les îles et qui ont fait des choses remarquables, qui avaient du talent. Et lorsque je parle de la corruption, c'est parce qu'il est absolument nécessaire de l'extirper. De le dénoncer. De la dénoncer et de l'extirper. Il faut que les gens sachent que la corruption, ce n'est pas bon, la corruption électorale. Il n'y a pas de campagne électorale sans distribution d'argent sous la table. C'est incroyable, mais dans des proportions inimaginables. Vous savez comment... Donc ça, vous le racontez dans vos 2 romans? Mais bien sûr. Ouais. Vous savez comment on peut se faire élire aux Antilles? Non. D'abord, au moins 6 ou 7 mois avant l'élection, il faut aller consulter tous les gadets des affaires du coin. Le gadet des affaires, c'est le diseur de Bonaventure, le sorcier du coin. Et puis lui fait le travail avec sa clientèle. Et il est aussi correspondant des renseignements généraux à qui il diffuse la bonne parole. Bon, et puis là, il faut le payer, bien entendu. Et puis ensuite, on arme une armée de vonvons. Vous ne savez pas non plus ce qu'un vonvon, puisque vous n'êtes pas des Antilles. Le vonvon, c'est le bourdon. C'est le nom local du bourdon. Et vonvon, ça imite son vous. Oui. Le vonvon. Alors, l'armée de vonvons, c'est des jeunes femmes ou des jeunes gens à qui on donne un petit paquet de billets et qui vont distribuer dans toute la population. Alors, si vous n'avez pas distribué la quantité d'argent nécessaire pour vous faire élire, vous aurez moins de vonvons et donc moins de... Vous n'avez pas de vonvons, vous n'avez pas de galettes d'affaires sous la main, vous êtes sûr. Alors, moi, j'ai été Mais alors, tenté... c'est marrant, parce que quand vous dites ça aujourd'hui, là, les politiques vous tirent dessus. Mais bien sûr. Qu'est-ce que ça peut me faire? Moi, écoutez... vous remarquez, au Cameroun, on vous a tiré dessus, vous avez reçu une balle, c'est autre chose. J'ai 75 ans, je suis pas prêt, je suis pas dans la première jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que les politiques m'en veuillent? Mais évidemment qu'on m'en veut. Bon, on m'a lancé des menaces. On m'a fait toutes sortes de misères. Mais je me suis défendu. Je suis toujours là. Vous êtes toujours là. Et j'ai gagné un certain nombre de procès. Alors, juste avant de démarrer l'émission, on va terminer là-dessus. Je voudrais quand même que vous donniez votre sentiment sur la Guadeloupe aujourd'hui, parce qu'on a vu un petit peu tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez essayé de faire. Quel est votre regard aujourd'hui sur la Guadeloupe? Mais moi c'est un regard à la fois désabusé et extrêmement peiné et malheureux, parce que je vois que la Guadeloupe est en train de sombrer. Elle est en train de sombrer. Il y a eu récemment un événement auquel on n'a pas prêté grande attention. C'est la coupure en deux
de l'université Antilles-Guyane. Je vous ai dit tout à l'heure que cette université Antilles-Guyane avait été fondée sur la médiocrité. Tous les Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais ou Guyanais de valeur qui auraient souhaité revenir dans leur pays enseigner, prêcher la bonne parole, on les a systématiquement refusés. On a recruté sur place des demi-ratés ou des gens à qui on voulait faire intégrer l'enseignement de l'administration pour qu'ils soient un peu moins indépendantistes. Mais l'université, on l'a laissé péricliter, on l'a laissé tomber dans l'ornière de la prévarication. C'est pour ça qu'il y a tellement de Guadeloupéens, tellement de Martiniquais. On a même découvert un professeur qui avait piqué dans la caisse 3 millions. Vous vous rendez compte ? Qui était responsable d'un... Donc cette université ne fonctionne pas aujourd'hui ? Non, mais elle a été coupée en deux. Bon. Après la coupure en deux de la Guadeloupe, puisqu'on a séparé Saint-Martin et Saint-Barthélemy de la Guadeloupe, sans l'avis des Guadeloupéens, des Martiniquais et des Guyanais, on a coupé l'université en deux. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire de l'université de la Guyane une université d'excellence en rapport avec la station de Kourou. Bon, en vous rappelant que ce qu'on appelle la Guyane aujourd'hui, ce n'est jamais qu'une bande de terre le long de la côte, avec quelques points disséminés dans le territoire, mais que pour l'ensemble, 95% de la Guyane appartient au domaine privé de l'État. Vous saviez ça ? Non. Eh bien voilà, vous avez tout compris. Oui. Comme par hasard, au fur et à mesure Alors que c'est la drôle, population... parce que vous parlez de ça, justement, la Guyane, en termes d'investissement, on a l'impression qu'il y a des investissements qui sont faits, mais qui ne sont pas redonnés au pays. Enfin, C'est moi on va dire, je ne connais pas la Guyane, mais d'un avis extérieur, comme ça, on a l'impression qu'ils n'ont rien. Laissez-moi aller jusqu'au Alors bout. qu'ils ont le pétrole, Comme ils par ont hasard, effectivement... La Guyane, qui comportait à peu près 40 à 45 000 habitants après la guerre, elle en fait un peu plus de 300 000 aujourd'hui. Mais elle est peuplée comment ? Personne ne se pose la question. Et on est en train de repeupler la Guyane en exportant au maximum des Européens. Dans le même temps, la Guadeloupe, qui a été dépeuplée comme la Martinique avec le Bumidum, elle est en train de devenir une région vieille, si bien que l'Institut démographique de la France, l'Institut national démographique, prévoit que d'ici les années 2040, nous serons probablement les régions les plus vieilles de France. Donc les jeunes quittent la Guadeloupe. Quittent la Guadeloupe. Quittent la Martinique aussi, j'imagine. Et en tout état de cause, nous sommes devenus, et ce sera peut-être le mot de la fin, purement et simplement une colonie de consommation. Point. Voilà pourquoi je suis triste. Bon, gardez un peu espoir, j'ai envie de vous dire. Il faudrait vraiment qu'il y eût une révolution. Bon, alors les Guadeloupéens, révolutionnez-vous, c'est ce que vous auriez envie de dire ? Non, je ne dis pas de faire la révolution au sens où vous l'entendez. Ah non, je ne parle pas de prendre les armes, mais de faire la révolution peut-être intellectuelle. De l'intelligence, c'est-à-dire d'exiger par tous les moyens possibles le droit. Parce que le constat que j'ai été amené à faire, c'est que nous sommes des départements, certes, mais d'outre-mer. Et que tout ce qui était constitutif de la colonie, et notamment la spécificité, le principe même colonial, c'est la spécificité. Ça a été conservé, ne serait-ce que par le moyen le plus voyant, les articles 73 et 74 de la Constitution française. Qui disent quoi ? Qui disent que nous sommes des départements d'outre-mer. On est détaxé quand on exporte vers la Lozère ? Non. Le commerce de la Lozère est compris dans le commerce extérieur de la France ? Non. Y a-t-il une banque centrale en Lozère ? Non. Nous avons l'IADOM, qui continue à prélever des produits sur toutes les transactions financières qui se déroulent sur notre territoire. C'est normal, ça ? Ça veut dire que quand vous parlez de la Guadeloupe comme ça, c'est le cas
Aussi en Martinique, à Tahiti, Mais bien sûr, et en Guadeloupe, Guyane, et à à La Réunion. Mais bien sûr. Donc il faudrait faire quoi? Ben, il faut exiger que le droit s'applique totalement et qu'on cesse d'avoir un statut tellement ambigu qu'il en devient absurde. Est-ce que vous savez que vous payez le fret export de la Guadeloupe vers la France 3 fois plus cher que le fret import de la France vers la Guadeloupe? Ça a un sens, ça? C'est pas du colonialisme, ça? C'est bizarre. Bon. Je vous raconte une dernière anecdote, je n'existe pas. Quand j'étais directeur des services du département, je me suis intéressé aux problèmes européens, évidemment, parce que j'avais constaté que l'État français piquait tous les fonds européens, fonds structurels, destinés au département de l'outre-mer pour ses propres investissements, que rien ne revenait aux collectivités, ni le FEDER, ni le FEOGA, ni le FSE. Je me suis battu contre vents et marées, et j'ai fini par obtenir qu'on ait du FEDER pour la Guadeloupe, pour faire les routes, pour faire toutes sortes de gros investissements, et le FEOGA pour l'agriculture. J'ai découvert au passage que les services administratifs de l'État de l'agriculture avaient même proposé au FEOGA, pour subvention, le montage d'une usine Coca-Cola à Pointe-à-Pitre. C'est quand même extraordinaire que l'Europe paie une usine pour un produit américain. Bon, enfin, c'est comme ça. En attendant, on est allé encore plus loin. Et j'ai fini par découvrir que les fonds qu'on nous attribuait au compte-gouttes, malgré tout, sur un an, ils ne nous étaient vraiment versés que sur 3 ou 4 ans. Mais que dans le même temps, sur la même année, l'Europe prélevait en taxes et en droits divers, en prélèvements obligatoires, comme on dit très joliment, 3 fois plus que ce qu'on nous donnait chaque année. D'accord? C'est des départements français. L'article 227.2 du traité de Rome qui prévoyait l'égalité totale entre les départements, tous les départements étaient-ils respectés? Non. J'avais noté, par exemple, qu'on importait du maïs des États-Unis pour ne pas faire de gros stocks par cabotage, au lieu de l'importer d'Europe. Le maïs qu'on importait des États-Unis était taxé à l'entrée par l'Europe à 56,17% de droits. Je suis allé m'enseigner. Je suis allé voir comment ça faisait quand on arrivait, on importait le maïs à partir du Havre. Mais il payait 14% de droits. Je suis allé à Bruxelles. J'ai demandé pourquoi ça se passe comme ça. Et à Bruxelles, on m'a répondu, mais il y a des paramètres définis par une équation, et dans un de ces paramètres, il y a la distance au port d'attache qui est Amsterdam. Le Havre étant à 500 km d'Amsterdam et Pointe-à-Pitre à 8000 km, la taxe variait en fonction de la distance à ce port d'attache. Nous sommes des départements français ou des départements d'outre-mer. Il y a des tas de choses comme ça, mais je pourrais vous en citer à l'infini. Quand vous consultez les comptes des banques, le Crédit Agricole ou la BNP, etc., vous constaterez une chose très simple. C'est que les crédits qui sont accordés aux tiers sont accordés pratiquement uniquement pour la consommation. D'accord, donc vous pas êtes pour l'investissement. Vous êtes au SMIC en Guadeloupe, vous pouvez acheter une voiture à crédit. Faites ça ici. Je peux pas? Mais non. Vous êtes au SMIC, si vous n'avez pas les moyens de rembourser, on ne vous donne pas de prêt. Oui. Mais en Guadeloupe, aucun problème. Ça marche comme ça. Donc là, c'est pour les produits à la consommation. Mais uniquement les produits à la consommation. Je suis entrepreneur guadeloupéen, j'ai envie d'investir dans mon pays. Là, on me prête aussi? On vous prête si on juge que c'est rentable au regard des produits qui sont importés de même qualité. Or, comme les produits qui sont importés bénéficient de toutes sortes de facilités, donc en on fait, ne peut pas concurrencer. Oui. Je peux vous donner des exemples. Bon. On ne va pas en donner d'autres. Ah oui. Oui. Parce il nous faudrait la journée pour raconter tout ça. Mais en tout cas, merci d'avoir donné votre sentiment sur la Guadeloupe, d'avoir raconté un petit peu votre vie, votre carrière. Reçu. C'est avec plaisir. Et j'aurais préféré que,
pourra dire des choses bien plus belles de la Guadeloupe, mais à part la douceur de l'eau à 28 degrés sur une plage de Saint-François, je regrette. Je ne peux pas dire des choses qui ne sont pas vraies. L'île aux belles eaux, Karukéra, vous vous rendez compte? Il y a un problème de distribution de l'eau en Guadeloupe. Actuellement, vous avez entendu parler de ça? Oui, absolument. Et ça fait un grand scandale. L'île aux belles eaux. Il y a de l'eau en quantité phénoménale, dont on a usé n'importe comment. On a fait une irrigation. Ah, l'irrigation, j'oubliais ça. Ça coûte 25 000 balles partout dans le monde. En Guadeloupe, ça a coûté 150 000 balles le kilomètre. Bon, aujourd'hui, vous vivez à Paris? Ah, je vis à Paris. Je suis enfermé chez moi. Je m'occupe, j'écoute de la musique, beaucoup de musique. J'écris, je compose. J'ai même fabriqué des biguines. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais vous avez fait un CD Ad Vitam Aeternam. Vous avez écrit la musique, les paroles. La musique, CD. Les paroles, oui. Voilà, mais on n'aurait pas assez d'une journée, ni même peut-être d'une vie pour définir tout le personnage qui est Henri Azaël Massieu, historien guadeloupéen, auteur, écrivain et plein d'autres choses. Si vous avez envie d'en savoir plus, il n'a pas de site web, il n'a pas de page Facebook. Non. Mais peut-être qu'il reviendra sur notre plateau pour nous parler d'histoire de la Guadeloupe, pourquoi pas. Merci Henri. Je vous remercie.